3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est à nos côtés, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Éric Venet nous accompagne, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Et Raphaël Thuin est également avec nous, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Raphaël, est-ce que la vibe américaine est en train de retomber? Quand je dis retomber, est-ce que les esprits animaux se refroidissent un petit peu? Je citais quelques enquêtes. On a eu des PMI Services, des enquêtes de confiance auprès des consommateurs, Université du Michigan, Conference Board, qui montrent, semble-t-il, un petit essoufflement peut-être de l'enthousiasme qui a pu être déclenché par l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Et est-ce qu'il faut peut-être anticiper un ralentissement conjoncturel de l'économie américaine qui pourrait être plus rapide et plus important que ce qu'on imaginait jusqu'à présent? Oui, c'est vrai que l'exubérance qui est à la sortie des élections de Donald Trump est en train de s'affaisser. On voit un retournement du sentiment, de certains indicateurs macro, même si pour l'instant ça reste léger. Et puis sur les marchés aussi, on constate un vrai retournement de ce Trump trade. Vous savez, les taux d'intérêt qui rebaissent aux États-Unis, les actions américaines qui sous-performent l'Europe, tout ce qui avait effectivement suscité un grand engouement à la suite des élections, le Bitcoin en est un autre, c'est en train de se renverser. Et on s'interroge sur la suite, c'est probablement un moment de consolidation. Il y a des facteurs d'inquiétude sur le consommateur, sur les investisseurs, beaucoup de facteurs d'incertitude. L'un tourne autour évidemment de Washington, de l'administration Trump. On a beaucoup d'effets d'annonce, une espèce d'hyperactivité permanente qui brouille un petit peu les cartes. C'est vrai sur les droits de douane, évidemment, et là, personne ne sait à quelle sauce chacun sera mangé. Mais il y a aussi une incertitude autour du budget américain, beaucoup de discussions au Congrès autour de ce budget, de la thématique du plafond de la dette. Donc ça, clairement, ça pèse sur le sentiment du consommateur, de l'investisseur. Deuxième thématique, cette fois-ci plus marché peut-être autour de la tech. Aujourd'hui, le narratif autour de la tech a beaucoup évolué comparé à ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. Qu'en est-il de cette vague de croissance tech autour de l'investissement IA, des data centers? Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un monde où DeepSeek nous a prouvé que finalement, peut-être qu'il suffisait de moins pour faire autant? Est-ce qu'on pourrait avoir un renversement de tendance, de sentiment là-dessus? On se met même à parler de certains doutes autour de la nature même de ces langages. On sait par exemple que OpenAI a beaucoup de mal avec son chat GPT-5. Peut-être qu'il est mal fagoté, ce chat GPT. Peut-être que son appétit pour les ressources et la data le mène à un mur. Donc, beaucoup de questionnements autour de la tech. Et puis, un troisième facteur qui affecte et l'économie et les marchés, c'est les taux d'intérêt élevés. Ouais. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais ça fait maintenant un certain temps que ces taux d'intérêt sont élevés, affectent la consommation et les investisseurs. Et ça, clairement, ça peut être quelque chose qui peut perdurer. On a aussi cette notion que l'économie, finalement, supporte assez mal ces taux d'intérêt élevés sur la durée. On voit qu'il y a une forme de ralentissement qui s'opère aussi, qu'il y a une certaine sensibilité de l'inflation à tout cela également. Bref, beaucoup d'incertitudes et un moment de consolidation sur le marché. Et ça veut dire que les États-Unis... Encore une fois, il y a 2 mois, je voyais assez peu de gens me dire que les États-Unis allaient ralentir fortement en 2025, etc. Après, je veux dire, si l'histoire change, il faut changer d'avis. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais est-ce que oui, il y a un risque macro sur les US qu'on a peut-être mal anticipé et qui pourrait être un sujet de 2025 ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on en est là aujourd'hui. D'accord. On n'a pas encore d'indicateurs qui font penser qu'on est face à un trou d'air. Mais c'est vrai que ce risque-là que vous décrivez, il était absent des radars il y a quelques semaines. Et il mérite d'être au moins considéré. Aujourd'hui, c'est un scénario. Alors, on va voir, il y a encore plusieurs catalystes devant nous à analyser sur les marchés, sur l'économie. Le chemin vers la baisse n'est pas un chemin encore complètement balisé. Mais c'est vrai que ce scénario que vous décrivez, il était absent des esprits. Aujourd'hui, il existe. Valérie, comment vous regardez le sujet américain, cette ambiance qui semble retomber un peu quand on prend des grands marqueurs, oui, comme le dollar, comme les taux longs également. Alors, ça tombe bien, Donald Trump nous dit que c'est finalement son KPI. Il parle moins du Dow Jones que des taux longs, en tout cas via Scott Bessent. Ben non, mais si, il a un KPI de marché. On pensait que c'était le Dow Jones. Lui et son équipe et son secrétaire du Trésor semblent beaucoup plus focalisés sur les taux longs et ils en font un véritable indicateur de ce qu'ils disent être leur bonne politique. Il faut faire baisser les taux longs. Ça tombe bien, ils ont baissé un peu.
Oui, il a de la chance. Bon, pour le moment, ça ne change rien à la pression relativement forte qui s'exerce à la hausse des taux longs aux États-Unis depuis longtemps, enfin, même si ça s'est calmé depuis 2 ans. Au cours de ces 2 années, on a quand même toujours une pression plutôt à la hausse de taux. Et en fait, ce matin, là, on est dans une situation qui est vraiment très, très technique, tactique. Parce que sur les taux, ça fait 2 ans qu'on ne bouge pas, comme sur le dollar. C'est ce que vous disiez la dernière fois. Donc, quand est-ce que ça va bouger ? Parce qu'un jour, ça va se remettre à bouger, sauf que là, c'est complètement mort et complètement éteint. Quand vous dites ça ne bouge pas, ça veut dire qu'on oscille dans des bandes de fluctuation connues, quoi. Exactement. On est dans des consolidations et on fait plus 5, moins 5 sur le dollar. Et puis voilà, on revient au milieu. Donc, moi, mon expérience, c'est qu'il y a des moments qui... Alors, pendant ces phases, c'est extrêmement inconfortable pour ma méthodologie, parce que dans ma méthodologie, je cherche les moments où les marchés confirment un scénario fondamental, qui est un scénario que j'appelle simple, à savoir croissance, hausse de taux, inflation qui se reprend, ou alors au contraire, décroissance, baisse de taux, inflation qui baisse. Ça, c'est les 2 scénarios de base très simples. Et puis après, il y a plein de cheminements qui sont beaucoup plus délicats et qui peuvent donner lieu à d'autres. Et là, en fait, pendant 2 ans, on a eu des périodes de marché pendant lesquelles les États-Unis et l'Europe étaient désynchronisés, par exemple. Donc, on attendait mieux en Europe et moins bien aux États-Unis, en disant oui, mais ça peut se décorréler parce qu'il y a Trump, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Enfin, on invente plein d'histoires pour lesquelles ça pourrait se décorréler. Ou alors, les marchés donc, bougeaient en sens différent. Enfin, bref, il n'y avait rien qui était aligné dans ma méthodologie. Et là, on a plein de choses qui s'alignent sur les taux et sur les devises. On est pile partout sur des niveaux clés où le dollar devrait remonter. En termes de probabilité, j'ai plutôt un dollar qui doit repartir à la hausse de là. Et les taux doivent remonter, les taux américains doivent remonter aussi. Donc on doit reprendre le chemin de la tendance précédente, là. Oui. Voilà. Là, on a le positionnement parfait pour que ça soit ce qui se passe. Et l'or, qui est quand même très très poussif depuis quelques temps. On va voir si on a un signal de vente qui pourrait venir là dans les jours qui viennent et qui viendrait déclencher, qui pourrait être un petit peu un choc rapide. Voilà, j'ai une image qui est quasi parfaite d'un timing pour qu'il se passe quelque chose. D'accord. Après, ça va se passer ou ça va pas se passer, mais pour moi, c'est un moment très intéressant. C'est un tournant de marché très intéressant. Mais sinon, je m'abstiens d'avoir des anticipations et des scénarios forts parce que je vois que tous les scénarios restent ouverts. Ouais. C'est juste que là, on a un timing pour que tout d'un coup, il y ait plein de choses qui s'alignent et qu'on reprenne un scénario qui soit... Alors, est-ce que ça va être favorable ou défavorable sur les marchés actions ? C'est pas encore clair, ça. Parce que la hausse des taux, elle a eu des impacts dans les 2 sens. Oui. Donc, on a vu les marchés actions monter concomitamment avec la hausse des taux. Absolument. Bon... Moi, je vois quand même... mais peut-être que je passe la parole. Non, pas de souci. Finir rapidement. Oui. Je vois quand même un risque sur la technologie américaine qui, pour le coup, dans l'ensemble, réagit pas très très bien à la hausse des taux. Et qui est là aussi... Alors d'abord, ce que l'on appelle en anglais, j'aime pas utiliser les mots anglais, mais il n'y a pas en français un crowded trade. Ouais. Donc, un pari qui est quand même surpeuplé, où tout le monde s'est engouffré en fin d'année. J'ai pas trouvé encore la bonne traduction. Ouais, c'est je suis d'accord avec vous. Truc sur lequel à part surpeuplé, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est encombré. Encombré. Ouais. Donc en fait, quand les investisseurs ont tous pris ce pari-là, ils trop consensuel. Trop consensuel. Ils attendent que ça se passe. Et du coup, la moindre fragilité peut donner lieu à des déroulés un petit peu forts. Voilà, le yen qui se reprend gentiment, mais enfin qui se reprend quand même. Moins de 150.
différente, le oui. plus. Oui, Là aussi, on est sur un niveau. Il peut faire son orientation peut être différente par rapport au dollar. Il peut être plus fort que le dollar. Et donc, si la tech américaine ne va pas bien, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent mais c'est pas un problème, la tech elle est un petit peu chère peut-être, on va aller acheter tout ce qui est pas cher. En fait, moi je ne connais pas de marché qui sur quelques 2-3 mois, quand les leaders se mettent à baisser, en fait, après les gens... C'est bon pour personne. C'est bon pour personne, Bah oui. parce qu'il y a des mécaniques qui se mettent en route de prise de profit. Et là, c'est ce qu'on a en Europe, ce phénomène de rattrapage. En Europe, ce qui monte, c'est Kering. Non, il y a des... Bon, il y a plein de choses, la chimie, l'automobile, les banques toujours, depuis 4 ans, ça monte. L'automobile, c'est ce qui avait beaucoup baissé. Dans la chimie, ça monte pas beaucoup dans la chimie quand même. Ah bah c'est les dossiers massacrés qui remontent, oui. C'est quand même avant tout beaucoup de dossiers massacrés et les banques. Ouais. L'assurance, elle a même cessé de surperformer. Donc c'est pas si... C'est pas si bullish que ça, c'est pas si risconne que ça. C'est pas encore complètement risconne. Bon, ça monte, mais je veux dire, il y a plein de trucs rouges en même temps dans cette hausse pour moi. Enfin, j'en ai encore une couche. Ouais, c'est une lecture ambiguë, non mais c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la pénible. lecture macro, dans la lecture de marché. pénible. C'est très pénible. Écoutez, je sais pas, ça va peut-être durer encore quelques temps, on verra. Vos commentaires sur la situation américaine et évidemment la situation de marché avec les deux grands trades gagnants de ce début d'année sont à l'envers de ce qu'on a vu en 2024. C'est-à-dire, là, il faut être plutôt long treasuries, long obligations américaines, en tout cas sur ces dernières semaines, et il fallait être long actions Europe par rapport aux actions américaines. Oui, alors ça ne sort pas d'un chapeau. En fait, le Trump trade, c'était le pari, de ce qu'on pensait, nous, s'il y avait une logique dans la façon de faire de M. Trump, c'était de se dire, business friendly, c'est-à-dire j'enlève tout ce qui est, je dérégule, je baisse les impôts, ainsi de suite, et vous allez voir ce que vous allez voir, la croissance va revenir, la psychologie va être là, et ok, j'ai compris, ça va être un peu inflationniste, parce que je vais mettre un peu de tarifs, mais c'est pas grave, et il a raison si c'était une politique, ce que je doute, c'était pas grave parce qu'il y avait tellement d'affaires que l'inflation, ça serait indolore parce que de toute façon vous faites plus et donc vous n'en souffrez pas. Le problème, c'est que ça a été fait tellement en dépit du bon sens que vous brouillez l'image, que certes on va baisser peut-être les impôts, mais c'est pour demain et après-demain. C'est pas tout de suite. Voilà, ce qui se c'est passe pour au demain Congrès, et après-demain. En attendant, c'est loin d'être abouti. Voilà, en attendant, vous dites que vous allez faire une OPA sur le Canada, sur le Groenland, que c'est la Russie qui est la victime, et donc, c'est un peu déconcertant. Ça, c'est pour l'Américain qui pense un peu, et pour le fonctionnaire, en tout cas, lui, il est viré, Millie Mulberry, et on lui explique, on lui demande en un tweet d'expliquer s'il est utile ou pas, ou sinon ce qu'il a fait sur les 5 derniers jours. En fait, comme l'économie, c'est quand même beaucoup de psychologie, il a tout faux, en fait. S'il voulait faire ça, il a tout faux, en fait. Je comprends. C'est-à-dire que, donc, moi, je trouve tout à fait normal qu'on s'interroge sur la croissance, et je crois que c'est que le début. En fait, et alors, ça repartira, mais l'économie, c'est aussi d'un niveau de croissance qui est enviable par tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas de récession, là, aux États-Unis. Personne ne parlait de récession. Non, mais voilà, plus personne n'en parle. Même avant l'élection de Trump, personne ne parlait de récession. On attendait l'arrestage en douceur, on n'en voyait jamais venir, mais l'économie tenait bien. Sauf qu'on a voulu faire une accélération, et que ça tombe à l'eau ça fait flop parce que il y a beaucoup trop d'incertitudes et ça fait peur en plus. Donc je rappelle simplement que l'économie américaine, c'est 70% de la consommation. Donc quand vous avez l'indice de confiance qui chute comme ça de 105 à 98, que vous avez autant d'incertitudes, c'est normal que on soit inquiet. Alors c'est normal aussi que on s'interroge sur l'inflation n'est plus un sujet. C'est la croissance pour le ménage américain, c'est un sujet. Quand on voit les enquêtes de confiance, eux, ils voient l'inflation à 5 ans remonter fortement. Sauf que l'inflation à 5 ans, si demain vous n'avez plus de boulot, on s'en fout. Donc en fait, c'est un objectif secondaire. C'est un objectif secondaire. Okay. Alors, on va être sauvé par la Fed, qui, dans un premier temps,
va se dire on va peut-être être obligé quand même de sauver le soldat Trump, puisque la croissance va patiner. Enfin, encore une fois, c'est une version, je ne sais pas si j'ai raison, en tout cas. Vous dites comme ça, en cas de ralentissement trop prononcé de la croissance, il faudra compter sur la réserve fédérale américaine. Dans sa balance, c'est quelque chose qu'elle... Donc c'est normal que l'Europe surperforme, mais ce n'est que temporaire jusqu'au mois de... à mon avis, au mois de juillet, tant que quand la Fed reviendra... Remettre des baisses de taux. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi l'Europe, elle, bénéficie de ce flux ? C'est copier-coller. C'est-à-dire que quand vous avez une incertitude aussi importante aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites ? Vous suivez les banques centrales. Les seuls pays où les taux baissent... Où le chemin est tracé. C'est la Chine et l'Europe. Ouais. Donc, en fait, pour répondre à toutes les questions qu'on se posait tout à l'heure... Parce que des incertitudes, on en a aussi en Europe, Eric. Oui, mais pas sur les taux. Pas sur les taux. Non, il n'y a aucune incertitude sur les taux. Sur le sens du voyage, je suis d'accord. Okay. Donc une incertitude sur la croissance, mais elle va rebondir et elle est drivée par les taux. Donc tout ça me paraît assez bien justifié. D'accord. Donc là, il y a une séquence pour vous favorable à l'Europe qui peut encore se prolonger un peu. Alors la question des taux longs américains, c'est une... Alors s'ils baissent les taux longs, c'est à mon avis aussi, parce que l'inflation va être peut-être moindre quand il n'y a pas de croissance, il n'y a plus d'inflation, où il y a moins de pression de l'inflation. Et puis, ça peut être aussi un refuge, parce que lorsque vous ne savez pas très bien où vous en êtes, le refuge suprême, ça reste quand même le dollar long américain. Donc, il va peut-être avoir raison, M. Trump, de baisser de voir ces taux longs baisser, mais pour la très mauvaise raison. Oui, c'est ça. Pas pour la raison qui souhaiterait. Oui, mais cette baisse des taux longs, on passait de 4,80 à 4,30, mais qu'est-ce que ça reflète pour vous, Raphaël ? Les incertitudes que vous décriviez tout à l'heure ? Oui, effectivement, il y a un questionnement sur les anticipations de croissance, le fait qu'il y a des signes de ralentissement, que ces signes de ralentissement, on ne sait pas dans quelle mesure ils pourraient perdurer et se concrétiser par un ralentissement plus sévère aux États-Unis. À un moment, on était quand même en haut de ce fameux range dont vous parliez. Donc effectivement, clairement, il y a cette thématique croissance. Et sur les tarifs, comment le marché joue l'idée des tarifs ? C'est-à-dire, est-ce que le marché y croit encore ? Est-ce que le marché voit l'effet récessif des tarifs avant tout ? C'est vrai qu'on a l'impression que la menace est toujours permanente, l'épée de Damoclès est là au-dessus des têtes de tout le monde. Des tarifs doivent arriver la semaine prochaine, nous promet Trump à nouveau. Pour l'instant, les seuls tarifs qu'il a mis, c'est 10% sur la Chine, ce qui est déjà beaucoup moins que ce qu'il proclamait tout au long de sa campagne. Est-ce que le marché a un peu capitulé sur l'idée qu'il y aura des tarifs, tout simplement ? Sur les tarifs, c'est clairement la grande incertitude. Ouais. D'ailleurs, elle pèse sur les économies. Clairement, on parlait de cette manque de visibilité pour les consommateurs, pour les investisseurs, et les droits de douane en font partie. Donc là, on a tout l'effet négatif des tarifs sans les tarifs, quoi. Oui, et d'ailleurs, comme souvent, cette incertitude, elle pèse presque autant que la réalité de la nouvelle derrière. Ouais. On l'a vu, par exemple, vous vous souvenez, lors des élections américaines, rien que le fait d'avoir un président, quel qu'il soit, a suffi pour soulager les marchés et à laisser un petit peu repartir les investissements. Ça a été vrai en France, avec les problématiques politiques, où le fait d'avoir un budget peut-être peut détendre un petit peu les anticipations d'investissement. Et aujourd'hui, c'est vrai sur les droits de douane. C'est beaucoup aujourd'hui de spéculation, vous l'avez bien dit. On n'a pas vu encore la réalité de ces droits de douane. D'un côté, on comprend bien qu'il est dans une posture de négociation. Il l'avait annoncé la couleur. C'est une espèce d'échange qui doit avoir lieu et qu'il fait à peu près sur toutes les dimensions de sa politique économique. D'un autre côté, on sait aussi que c'est une conviction profonde du président Trump. Oui. Il en parle depuis les années 80. Il y a des vidéos de lui dans les années 80 où il parle de la Chine et comment la Chine vole les États-Unis. Et on parle donc d'il y a 40 ans. Et donc, lui qui est un grand pragmatique, peut-être qu'on peut lui reconnaître une conviction, c'est sur ses droits de douane. Donc d'un côté une posture de négociation, d'un autre côté une conviction profonde et un capital politique suffisant pour les mettre en place. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mal à choisir. À savoir effectivement ce qui va... Bon, il a eu ce petit message quand même à un moment en disant est-ce qu'il y aura de la douleur ? Oui, peut-être un peu.
Il a aussi quand même cette conscience et il prépare aussi peut-être les esprits au fait que oui, il y aura peut-être un peu de douleur à accepter, mais ça en vaudra le coup. C'est ce qu'il ajoute. Et on revient à cette conversation sur le put Trump. Peut-être qu'il nous semble un petit peu moins à l'écoute, attentif, aux réactions dans un premier temps en tout cas, du marché et de l'économie. Ouais. On sent qu'il a le capital politique suffisant pour laisser un petit peu l'histoire se dérouler, pour tracer son sillon, avancer sur le programme sur lequel il a été élu, sans trop écouter ce que dit le marché, ce que disent les conseillers, qui semble-t-il sont beaucoup plus alignés que la fois précédente. Donc on a envie de penser qu'il a envie de dérouler son programme. Puis le marché n'est pas encore un problème pour lui, même si le Nasdaq est négatif depuis le 1er janvier. Je veux dire, il y a quand même une accumulation de plus-value et de performance qui est quand même solide derrière. Sur le dollar et les taux, quand vous dites il y a une vraie probabilité aujourd'hui, en tout cas c'est un moment clé avec une probabilité importante qu'on voit peut-être le dollar remonter et les taux remonter, pour revenir jusqu'où ? Toujours en restant dans les... Non, pour sortir des intervalles précédents. Pour aller au-delà alors. Donc une vraie hausse des taux et du dollar qui et alors quoi, qui mettrait l'euro-dollar à parité, qui mettrait en dessous de la parité sans doute. En dessous de la parité Ah oui, donc c'est un vrai mouvement là qu'on peut attendre. C'est lui c'est le seul qu'on attend quoi. Il n'y a que de lui qu'on peut parler. D'accord. Et pour vous, la probabilité est plus aujourd'hui. La probabilité est la plus élevée qu'on ait eue depuis 2 ans. D'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est pas pour ça que ça va se produire. Non. Mais sincèrement. Mais moi, et ça veut dire des taux longs américains à plus de 5% là ? Oui. D'accord. Bon, ça c'est l'analyse technique qui suggère. Là, c'est en fait, moi j'utilise pas mal de choses. Il y a un truc qui me gêne profondément, c'est l'état des volatilités sur tous les marchés. Et des spreads de volatilité sur les marchés de devises qui ne bougent plus depuis un certain temps alors que les devises ont bougé. Il y a le fait que les volatilités implicites sur les marchés actions, elles montent alors que les marchés actions montent. Alors elles montent en tendance, c'est-à-dire que les plus bas sur la volatilité sont de plus en plus élevés. Alors on peut se dire, c'est que les gens sont inquiets. Oui, mais en fait... C'est une situation que la volatilité implicite monte avec un marché qui monte un petit peu. C'est possible quand on se situe juste avant un événement qu'on ne maîtrise pas du tout, style des élections. Donc, pendant le mois qui précède les élections, la volatilité est tenue. Là, c'est passé. Mais là, en fait, c'est un phénomène qu'on a et qui est tendanciel. Et je vais vérifier, parce que en fait, on a eu le même phénomène en 2000 et en 2007. Et c'est bien ce que j'ai en tête, c'est qu'en 2000, avant le crack, la volatilité montait avec le marché. Et en fait, en 2007 aussi, la volatilité s'est mise à monter avant la baisse du marché. Et comme il y a plein de choses qui ne collent pas sur les couvertures, à savoir les quantités de couverture en place aux États-Unis sont les plus basses qu'on ait eues depuis 4 ans à peu près, alors que le marché a doublé. Tout ça, c'est pas la situation normale d'un marché qui monte sainement. Ok. Bon, et puis, je peux remonter à un moment, il n'y a pas d'historique de volatilité, c'est quand même 1987, on a exactement le même scénario sur les actions et les taux d'intérêt que ce qu'on a eu à ce moment-là, avec le même type d'anticipation. Mais là, c'est plus dur à documenter parce que les marchés n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Et en fait, cycliquement, d'abord, le cycle économique américain n'est pas dans un moment de faiblesse pour 2025. En fait, le moment où le cycle économique américain, le cycle de Juglar de 10 ans doit s'achever, le creux du cycle de Juglar, c'est quelque part en 2027. C'est-à-dire que... D'accord. C'est en 2026 encore loin devant nous. qu'on enclenche c'est encore devant le début franchement du ralentissement. Et donc, on a plutôt encore un petit élan favorable au courant 2025. Et c'est ça qui peut porter notamment le dollar et les taux un peu plus haut que ce qu'on a vu. Les risques que la politique de Trump ait un effet défavorable,
moi aussi, je me suis posé la question et je me la pose toujours, parce que c'est complètement ouvert. Je parle vraiment en termes de probabilité. Mais peut-être que ça va être dans 9 mois que ça va commencer à peser, parce que en fait, la Fed, si les choses ne se dégradent pas trop vite, et on voit qu'il n'arrive pas à licencier les gens aussi vite qu'il le souhaiterait, par exemple, qu'il ne monte pas les droits de douane aussi vite qu'il le souhaiterait, et il va peut-être baisser les impôts un petit peu plus vite que ce qu'on croit. Donc tout ça, ça se joue à pas grand-chose. Donc si la Fed, elle bouge pas, et que l'économie se reprend un petit peu, les anticipations de baisse des taux, elles vont complètement disparaître. La Fed, elle peut du coup remonter dans les tours en fin d'année 2025. Et là, vous avez les raisons pour lesquelles on aura une récession à partir de 2000. Enfin, je comprends. Donc, on peut monter les taux, du coup. Donc, tout ça, on joue. Non, mais je sais, c'est une prise de tête absolument horrible. Mais je ne vois pas comment expliquer une situation avec autant d'incohérence sur les mesures de sentiment qui proviennent des marchés financiers. Voilà. Bon, c'est vrai que le phasage, le séquençage de la mise en place des mesures Trump est quelque chose, comme vous dites, ça se joue à pas grand-chose. Est-ce qu'il fera les baisses d'impôts au bon moment? Est-ce qu'il les annoncera au bon moment, etc. Les anticipations de séquençage. Bien sûr, mais bien sûr. Tout est la psychologie. La baisse des taux américains, la baisse des taux longs qu'on a eu depuis un mois, c'est les anticipations de potentiellement ralentissement ou de potentiellement, que ça soit moins bien que ce qu'on avait cru. Bon. Comment on investit en Europe en attendant de voir le dollar exploser à la hausse, je ne sais pas, mais... D'abord, on se laisse porter, et c'est compliqué déjà, parce que se dire qu'effectivement le marché européen fait 10 et les États-Unis 0, et que la croissance européenne, elle patine un peu, mais il faut suivre le marché, point, c'est tout. Il ne faut pas trop se poser la question. Et puis chaque jour vous avez quoi faire. Je veux dire, par définition, ce que j'ai remarqué, c'est que le marché surréagit, mais très très fort. Donc en fait, je me mets à contre-pied à chaque fois, et à chaque fois, 2 fois sur 3, ça marche. En fait, donc faut pas se poser. Moi, je me pose de questions de secteur, ainsi de suite. Il y a tellement. Alors, vous pouvez expliquer peut-être tous ces problèmes de volatilité. Enfin, on sent que le marché est pas bien construit et que. Je suis quand même assez étonné par les écarts je regardez Schneider, c'est quand même une belle... Bon, vous perdez 8%, vous reprenez 4% l'an dernier, Non, mais on s'en fout l'an dernier. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des... il se passe sur les grosses ce qui se passait sur les small l'année dernière. Et donc, vous avez envie d'acheter du Stellantis aujourd'hui, alors? Oui. Ah oui, je fais. J'ai pas le souci. Et ça fait 3 fois que je le fais. Et en fait, donc, non, mais je réponds ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas d'état d'âme sur les secteurs, parce que, oui, on n'est pas d'accord sur ni les taux, ni les ventes. Enfin, on n'est pas d'accord. Enfin, on n'a aucun scénario. Autant l'année dernière, j'ai dit, bon, alors, est-ce que ça va ralentir, pas ralentir, récession, soft landing? Enfin, ok, d'accord, on est dans le bon sens. Là, on parle de à nouveau. Ok, il ne faut pas être dogmatique, il faut être vraiment... Voilà, c'est tout. C'est une question de flux, donc il faut aller... Pour l'instant, on suit les flux. Voilà, et les flux reviennent sur l'Europe. Il faut aller où le marché se passe, c'est tout. Et le marché se passe en Europe, tant mieux. Bon. Alors, il y a une thèse que vous défendez ardemment chez Tikehau sur l'Europe, c'est celle de la souveraineté, la défense. Il y a des stratégies dédiées à ce thème-là aujourd'hui chez vous, Raphaël. Comment vous regardez, j'allais dire, à la fois les résultats des élections allemandes, ce que ça peut amener comme effet de traction en Europe, et puis face à cela, un Trump, pour le coup, très actif, ou semble-t-il en tout cas, sur le terrain géopolitique, avec l'idée d'apporter là rapidement un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Vous parlez, je vous pique la formule, Raphaël, mais elle vous revient, d'un moment ChatGPT pour le secteur de la défense en Europe. Oui, on pense qu'il y avait effectivement beaucoup de facteurs qui convergeaient vers cette idée que cette thématique de la souveraineté européenne pourrait être un vrai relais de performance pour l'investisseur, quelque chose dont on a très souvent parlé, vous et moi, avec cette idée qu'aujourd'hui, à un moment où l'Europe doit prendre conscience de sa fébrilité, de sa dépendance aux acteurs externes, elle est en train de réinvestir dans son avenir. Donc la matérialité la plus évidente de ce que je viens de dire, c'est effectivement la défense.
La défense, aujourd'hui, c'est évidemment une performance très importante sur l'année. On pense qu'effectivement, c'est probablement le début d'une méga tendance sur laquelle il est bon de se positionner. On entend effectivement des chiffres colossaux être aujourd'hui lancés par les différents gouvernements. On parle de 3% de dépenses du PIB en Grande-Bretagne. On parle d'un plan de 200 milliards en Allemagne. La France ne sera pas en reste. On parle aussi de rediriger ces dépenses vers les acteurs européens. 80% de nos dépenses d'équipement militaire partent aux États-Unis. Ah oui. On n'a pas l'industrie pour satisfaire nos besoins aujourd'hui. Et donc un projet industriel qui se tourne autour de cette thématique de défense, la volonté de faire une relance budgétaire à travers la défense, qui est très encourageante. Vous prenez une entreprise comme Rheinmetall, qui est ce champion allemand. Donc si c'est le moment de ChatGPT, Rheinmetall serait le Nvidia de la défense en Europe. Ça c'est moi qui le dis. D'accord. Parce que ça se paye cher. Ça se paye cher, Rheinmetall. Alors, on va parler valo. Mais déjà, regardons bénéfices, chiffre d'affaires. Rheinmetall, entre aujourd'hui et l'espace de quelques années, on estime que le chiffre d'affaires va doubler. Donc déjà, en termes de méga tendance, la problématique ici, c'est pas de créer de la demande, c'est de faire face à cette demande, d'avoir une capacité de production suffisante. Et ce qu'on dit sur Rheinmetall, c'est vrai sur Dassault avec le Rafale, c'est vrai sur Airbus, c'est vrai sur quantité de ces acteurs de la défense en Europe. Donc, des perspectives de croissance des bénéfices qui pourraient être évidemment un facteur de performance pour l'investisseur, d'une part. Puis d'autre part, il y a les valos. Alors les valos, c'est intéressant de s'y arrêter. Si vous regardez les niveaux de valos de la défense en Europe, c'est pas cher. On est à 22, 23 fois les bénéfices. À un moment où l'Europe traite à 14 fois, effectivement, vous payez une prime pour être investi en défense. Leurs équivalentes américaines à ces entreprises de défense, elles se traitent à 45 fois. Ah oui. Donc on est moitié moins cher comparé à des entreprises, somme toute, assez équivalentes aux États-Unis. Donc on a vraiment un scénario où, d'une part, on peut avoir un relais de performance à travers la croissance des bénéfices, et d'autre part, relais de performance à travers un re-rating des valos, un accroissement des niveaux de multiples de valorisation. Donc on n'est pas totalement sur des scénarios loufoques. Nous, on pense que c'est une tendance long terme. On note aussi que dans l'histoire, cette relance budgétaire par la défense, elle a été aussi susceptible de relancer les économies. Ça marche sur le plan macro ? Ça a des effets d'entraînement sur le plan macro ? C'est arrivé dans l'histoire, malheureusement dans les années... Dans les années 30, en Allemagne, ça a été un cas d'école. On va parler de la guerre froide aussi. On peut même parler dans une certaine mesure de la Russie aujourd'hui, dont l'économie tient à travers ses dépenses de défense. On peut donc imaginer un effet de ruissellement de ces dépenses budgétaires de la défense qui sont consensuelles aujourd'hui sur l'ensemble de l'économie européenne. Et puis peut-être, si vous le permettez, un dernier argument autour de cette thématique de souveraineté. Aujourd'hui, on parle de la défense. On est subjugué par les montants, on voit la performance des valeurs de défense. Peut-être que demain, on parlera d'autres secteurs. Il n'y a pas que, dans la souveraineté, il n'y a pas que la défense. La technologie inquiète, la pharma, 80% des ingrédients pharmaceutiques dans les médicaments européens viennent d'Inde et de Chine. Donc cette problématique qu'on se pose aujourd'hui avec une grande urgence autour de la défense, elle peut se répliquer par ailleurs. D'où cette thématique de la souveraineté, d'où ces fonds dédiés, d'où notre travail sur la cyber, sur le private equity, sur l'aérospatial. On pense que c'est une méga tendance, en tout cas une source de performance pour l'investisseur. Oui, c'est ce que j'allais rajouter ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que Rheinmetall, c'est que derrière, vous avez un vrai projet de croissance européen. Et dingue, on n'a jamais parlé de l'Europe comme ça depuis, je sais pas, depuis la dernière crise. Non, là... Oui, alors c'est pas que l'Europe, c'est surtout l'Allemagne. Enfin, je veux dire, l'Allemagne a compris que, le chancelier qui vont avoir en Allemagne, c'est market positif, quoi. Ça donne envie. Il n'y a jamais eu un chancelier comme ça aussi pro-américain. Je crois que c'était combien de fois il a été aux États-Unis, pro-Europe, pro-US. Et vient de réaliser que non, ça peut pas le faire. Donc vous avez un moment dans l'histoire où s'il devait se passer quelque chose en Europe, c'est maintenant. Ça, c'est clair. Et j'ai toujours été un peu optimiste européen, donc vous avez le droit. Ça peut le faire. Je crois que ça peut le faire. Mais c'est pas que l'armement. Alors effectivement, l'armement nous fait comprendre parce que c'est c'est une priorité immédiate. Oui. Mais effectivement, derrière, on peut dérouler plein de scénarios. Et
c'est un vrai projet de croissance sur l'Europe. Et ça peut changer. Ça Alors, peut c'est changer, peut-être oui. de la prospective très long terme, mais ça peut modifier évidemment la perception qu'ont les investisseurs globaux de l'Europe. Ça peut modifier la perception de notre capacité à croître, de la croissance potentielle, des multiples de valorisation de nos marchés européens, parce qu'à 14-15 fois, on est là où on doit être, ou en tout cas, on est là où on est depuis des années en termes de multiples. Hein. Pour l'instant, c'est juste parce qu'on n'est pas aux États-Unis, en Europe, on a fait un petit rattrapage, point. Mais ça peut, de rattrapage, en devenir une vraie histoire si, effectivement, on enquille des étapes assez rapidement. Et ça peut le faire. Ouais. Donc, du coup, ça serait hyper justifié d'être sur l'Europe aujourd'hui, et c'est que le début, effectivement, d'une histoire. Mais pas que le secteur de la défense, qui est déjà bien payé, mais enfin bon, qui, comme la tech aux États-Unis, peut entraîner un discours financier en attendant que ça irrigue l'économie. Ça a mis un certain temps pour Voilà, irriguer. quand je disais que Rheinmetall, c'est notre Nvidia, alors c'est un peu... Peut-être. C'est Après, j'ai pas vu le rapport, mais peut-être. Alors. c'est un peu l'idée. Je sais pas ce que ça vous inspire, Valérie. Puis sur le marché européen, faisons le point sur les banques. Vous disiez, attention... oui, je pense que ça allait s'arrêter de monter. On est à plus 20, hein, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, oui. les 10 premiers étaient normaux. Ok. Et les 10 suivants... Les 10 suivants sont... sortent de votre scénario, alors. Ouais, et on est au-delà de... Et c'est bon, alors, du coup ça n'a pas de sens particulier. Enfin, oui, c'est bien. Enfin, c'est potentiellement le signe qu'on attend effectivement plus de croissance en Europe. Ouais. Oui, enfin, c'est clair que ça correspond à des anticipations qui sont favorables. Et vu le niveau qui a été dépassé, vu son importance, c'est sans doute pas un faux signal. Maintenant, c'est des niveaux qui peuvent... c'est un signal, on peut encore prendre 5 ou 10% sur les banques, j'en sais rien. Je veux dire, ça monte, voilà, ça monte, ça s'est pas arrêté, ça continue. Il va falloir à un moment consolider ça et... D'accord. Voilà, mais on a le risque, c'est d'être suracheté un peu trop fort. Un ensemble de choses qui sont intéressantes, qui sont en train de... Je pense qu'il n'y a pas le feu au lac du tout, parce que ça va prendre plusieurs années avant de réellement Et pour une fois se transformer en quelque chose. Je souhaite y croire à cette histoire, effectivement, parce que sinon, je sais pas... Enfin bon, ça serait... Non, mais on n'entend pas tous les jours ce genre, même si c'est des prémices de quelque chose, etc. On n'entend pas ça tous les jours dans le discours de non, mais on est gens d'accord. qui sont dans les marchés, quoi. Oui, alors après, sur les marchés, de toute façon, il y a tellement peu d'Europe dans les portefeuilles internationaux et américains qu'il suffit de pas grand-chose pour que... on était devenu presque ininvestissable. Oui. Pour certains investisseurs globaux. Mais c'est un peu comme la Corée du Nord, la Russie. quand même. Non, on n'est peut-être pas encore dans ce genre de case-là. Il y a peut-être d'autres étapes avant de tomber dans ce genre de case. Et puis peut-être qu'on est en train de sortir d'une ornière un peu délétère. On verra, effectivement. L'histoire européenne se fait aussi dans ces moments-là. C'est pas gagné, hein, encore, non. du marché. Je pense qu'il faut bien prendre son temps pour construire les portefeuilles, pour réfléchir à... La pharmacie est intéressante, effectivement, sectoriellement, en Europe, moins aux États-Unis, mais c'est pas des valeurs zone euro qui font le secteur pharmaceutique. Suisse et UK surtout. C'est AstraZeneca et Novartis. Ah bah oui. Novo, Biomérieux, Sartorius. Oui, Novo Nordisk, c'est peut-être encore. C'est pas la zone euro, Novo Nordisk. Non. Oui, mais c'est l'Europe. On prend tout le monde. Oui, il n'y a pas que la zone euro. Le UK reviendra peut-être un jour. Donc voilà. On verra. Je voulais qu'on termine en disant un mot du crédit avec vous, peut-être, Raphaël. Est-ce que c'est un problème de voir des spreads sur, je sais pas, du high yield américain au plus bas, ever, pour investir dans cette classe d'actifs aujourd'hui? C'est pas très réjouissant, effectivement. Les spreads sont serrés, ils continuent, ils sont totalement insensibles à toute notre conversation. C'est vrai, c'est dingue. Plus du tout de volatilité sur cette dimension spread. Ça fait maintenant plus de 12 mois que c'est le cas. Assez remarquable d'ailleurs. Ça en dit long sur le sentiment des investisseurs, des facteurs techniques aussi très favorables.
Au-delà de cette dimension prime de risque, qui est effectivement pas très réjouissante, on continue de penser que l'obligataire, c'est un âge d'or. Je suis assez lyrique aujourd'hui, j'ai l'âge d'or du crédit, qu'aujourd'hui, à des niveaux de rendement, donc c'est plus vraiment un produit de spread, c'est vraiment un produit de rendement. On est globalement bien payé pour faire de la qualité, construire des portefeuilles à travers différentes classes d'actifs d'ailleurs sur le crédit. On peut parler de crédit liquide, de CLO, de dette privée, aller chercher du 5, 6, 7, 8% sur des signatures de qualité où il n'y a pas de risque de refinancement, un risque de crédit de défaut qui est globalement très faible aujourd'hui, des fondamentaux économiques qui sont bons. Et aujourd'hui, on est payé pour ce faire. On peut construire des stratégies de rendement, d'accumulation, de récupération de coupons qui, en fonds de portefeuille, sont très satisfaisants. Vraiment un âge d'or, libre à chacun ensuite d'aller implémenter des budgets de volatilité, dirons-nous, sur les actions, sur la défense, sur ChatGPT. Mais le fonds de portefeuille, il est là. Ouais. Et cet âge d'or, il existe, il est toujours en place. Encore une fois, des facteurs techniques avec beaucoup de demandes et peu d'offres. Des fondamentaux très satisfaisants et des rendements embarqués qui sont élevés. On revient à une logique de rendement qui est... historiquement, a été la logique de ces marchés de crédit et des marchés obligataires. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Raphaël Thuin, Tikeo Capital, Valérie Gastaldi, Day by Day, Éric Venet, Montbleu Finance.